Je m'appelle Élise Moreau, et à 38 ans, je suis une cardiologue respectée à l'hôpital Saint-Louis, au cœur de Paris. Chaque jour, je me lève avant l'aube, quand la ville dort encore sous un voile de brume, pour enfiler ma blouse blanche et plonger dans le tourbillon des urgences cardiaques. Les battements de cœur que je surveille sur les moniteurs sont comme une symphonie chaotique, un rappel constant de la fragilité de la vie. Mon appartement haussmannien dans le Marais, avec ses hauts plafonds moulurés et ses parquets qui craquent sous les pas, semble être le cadre idéal pour une existence équilibrée. Antoine, mon mari, dirige une entreprise de finances prospère dans le quartier de la Défense, où les tours de verre reflètent le ciel changeant de la capitale. Il a cette assurance qui m'a séduite il y a 15 ans, quand nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence médicale lui, l'ambitieux homme d'affaires, moi, l'étudiante en médecine pleine d'idées au point notre fille, Sophie, âgée de 10 ans, est le rayon de soleil qui illumine nos journées. Elle excelle à l'école privée du quartier, avec ses cahiers remplis de notes parfaites et ses dessins colorés qui tapissent les murs de sa chambre. Les matins, je la regarde partir avec son cartable sur le dos, ses boucles brunes dansant au rythme de ses pas pressés vers le métro. Antoine et moi, nous nous efforçons de maintenir cette façade de famille unie, des petits déjeuners rapides autour de la table en chêne, où le café fumant embaume l'air, et des discussions anodines sur les plans pour le week-end. Allons-nous à Versailles ce dimanche, propose-t-il souvent, avec ce sourire charmeur qui masque parfois une pointe d'impatience. Je hoche la tête, tout en consultant discrètement mes emails professionnels sur mon téléphone, car mes gardes à l'hôpital dictent souvent notre emploi du temps. Pourtant, sous cette apparence de normalité, une tension subtile s'insinue, comme un courant froid qui glisse le long de la Seine par une soirée d'automne. Antoine a toujours été fier de ma carrière, du moins en surface. Il raconte à nos amis comment j'ai sauvé des vies lors d'opérations délicates, mais l'atli, ses compliments sonnent faux, teintés d'une jalousie qu'il ne verbalise pas. Tu passes plus de temps avec tes patients qu'avec nous, me lance-t-il parfois le soir, quand je rentre épuisé, les yeux rougis par les lumières des salles d'opération. Sa voix, habituellement suave, prend alors une intonation accusatrice qui me fait frissonner. Je balaie ses remarques d'un geste fatigué, attribuant cela au stress de son travail. Les marchés financiers sont imprévisibles, après tout, il porte le poids de décisions qui valent des millions. Nos dîners en famille sont des rituels qui devraient être réconfortants, mais ils deviennent de plus en plus tendus. Assis autour de la table éclairée par une lampe art déco, nous mangeons des plats préparés par notre aide ménagère, des coques au vin ou des salades niçoises que j'adorais autrefois. Sophie babille sur ses leçons d'histoire, racontant avec enthousiasme comment Napoléon a conquis l'Europe, et Antoine rit, mais son regard se pose souvent sur moi avec une intensité possessive. « Élise, raconte-nous ta journée, dit-il, et je commence à décrire une intervention réussie sur un patient en arrêt cardiaque. Les détails techniques, les cathéters insérés avec précision, les rythmes cardiaques stabilisés me passionnent, mais il m'interrompt souvent. Pas trop de jargon médical, chérie, Sophie s'ennuie. Ma fille proteste faiblement, mais je sens un pincement au cœur, comme si mes accomplissements étaient relégués au second plan. Un soir récent, lors d'un dîner avec des amis dans un bistrot du Marais, la tension est devenue plus palpable. L'endroit était cosy, avec ses murs de pierre apparente et ses bougies vacillantes qui projetaient des ombres dansantes sur les visages. Nos amis, un couple d'avocats et un galeriste, buvaient du vin rouge en riant aux éclats. J'ai commencé à partager une anecdote sur une opération complexe que j'avais menée la veille, un homme de 60 ans, victime d'une crise cardiaque massive, que j'avais ramené d'entre les morts grâce à une angioplastie d'urgence. Mes mots coulaient avec passion, décrivant l'adrénaline qui pulse dans les veines quand chaque seconde compte, les bips des machines qui scandent le combat pour la vie. Les yeux de nos amis brillaient d'intérêt, et pour un instant, je me sentais vivante, valorisée. Mais Antoine a posé sa main sur la mienne, un geste qui semblait affectueux mais qui serrait un peu trop fort. Élise exagère toujours ses exploits, a-t-il lancé avec un rire forcé, comme pour détendre l'atmosphère. En réalité, c'est l'équipe qui fait tout le travail. Elle est modeste, ma femme. La table a ri poliment, mais j'ai senti une chaleur monter à mes joues, un mélange de gêne et de frustration. Pourquoi minimiser cela? Était-ce pour ramener l'attention sur lui, sur ses propres succès en bourse? Le reste de la soirée, j'ai souri mécaniquement, sirotant mon vin sans vraiment le goûter, tandis que les conversations déviaient vers des sujets plus légers, les expositions au Louvre, les vacances à la Côte d'Azur. En rentrant à pied le long des rues pavées, illuminées par les lampadaires anciens, Antoine m'a enlacé,
C'était une belle soirée, non? J'ai acquiescé, mais intérieurement, un doute s'installait, comme une fissure dans une vitre qui menace de se briser. Paris, cette ville éternelle, amplifie ses sentiments contradictoires. Le matin, en traversant le pont Neuf pour aller à l'hôpital, je contemple la Seine qui coule paisiblement, ses eaux reflétant les nuages grisâtres. Les touristes prennent des selfies, les joggeurs filent le long des quais, et je me sens partie intégrante de ce tableau vivant. Pourtant, quand je rentre le soir, passant devant les vitrines éclairées des boutiques de mode, je ressens une lourdeur. Antoine m'attend souvent avec un verre de champagne, mais ses questions sur ma journée sonnent comme des interrogatoires. Combien de temps as-tu passé avec ce collègue masculin? Il plaisante, dit-il, mais son ton révèle une possessivité croissante. Je l'ignore, me convainquant que c'est passager, que notre amour, forgé au fil des ans, surmontera ces nuages. Sophie, innocente dans tout cela, est mon encre. Le soir, je lui lis des histoires dans sa chambre aux murs tapissés de posters de princesses modernes, des scientifiques et des exploratrices, car je veux qu'elle rêve grand. Maman, tu es une héroïne comme elle, me dit-elle souvent, et ces mots me réchauffent le cœur. Mais même là, la tension s'infiltre, Antoine entre parfois, insistant pour que je m'arrête plus tôt. Elle a besoin de dormir, et toi de te reposer pour moi. Pour moi? Ces mots résonnent, comme si ma vie entière devait graviter autour de lui. À au fil des jours, ces petits signes s'accumulent, formant un motif inquiétant. Un appel manqué de l'hôpital que je rate parce qu'Antoine a insisté pour un déjeuner improvisé, un commentaire sur ma robe trop élégante pour une simple garde, un regard furtif quand je parle de ma promotion potentielle à chef de service. Je me dis que c'est le stress, que Paris, avec son rythme effréné, use les couples. Mais au fond de moi, un malaise grandit, comme une ombre qui s'allonge au crépuscule. La normalité que j'ai construite avec tant de soin commence à craqueler, révélant des fissures que je ne peux plus ignorer. Pourtant, je m'accroche, espérant que la tempête passera, que notre famille restera intacte. Mais les nuages s'amoncellent, et je sens que quelque chose de plus sombre se prépare, tapi dans les recoins de notre vie parfaite. Les semaines s'écoulent comme un fleuve tranquille en apparence, mais sous la surface, les courants se font plus tumultueux. Paris, avec son éternel balai de lumière et d'ombre, semble refléter mon humeur changeante. Chaque matin, je quitte notre appartement du Marais, le cœur encore alourdi par les nuits agitées, pour me plonger dans le rythme effréné de l'hôpital Saint-Louis. Là-bas, au moins, je suis maître de mon domaine, les diagnostics précis, les interventions qui sauvent des vies, les remerciements murmureurs des patients qui me rappellent pourquoi j'ai enduré 15 années d'études harassantes. Mais à la maison, avec Antoine, les choses évoluent subtilement, comme un poison lent qui s'infiltre dans les veines. Un soir, particulièrement épuisant après une garde de nuit interminable, je pousse la lourde porte en bois de notre immeuble haussmannien. Mes jambes sont lourdes, mes yeux piquants de fatigue, et l'odeur familière du parquet ciré m'accueille comme un vieil ami. J'entends le tic-tac de l'horloge ancienne dans le salon, un son qui d'habitude me apaise, mais ce soir, il semble accusateur, comme si le temps lui-même me reprochait mes absences. Antoine est assis sur le canapé en velours, les lumières tamisées projetant des ombres anguleuses sur son visage. Devant lui, sur la table basse en marbre, mon agenda professionnel est ouvert, ses pages froissées comme s'il l'avait fouillé avec une urgence mal contenue. Mon cœur fait un bond. Cet agenda, c'est mon sanctuaire privé, rempli de notes sur des cas complexes, des rendez-vous avec des collègues, des rappels pour des conférences médicales. Pourquoi as-tu annulé notre dîner pour une réunion d'hôpital? Lance-t-il sans même lever les yeux, sa voix tranchante comme un scalpel mal aiguisé. Je pose mon sac à main sur le guéridon, sentant la fatigue se muer en une irritation sourde. C'était pour discuter d'une promotion potentielle, Antoine. Le directeur veut me proposer le poste de chef de service en cardiologie. C'est une opportunité énorme. Je m'assois en face de lui, espérant voir une lueur de fierté dans ses yeux bleus, comme autrefois, quand il me félicitait pour mes succès. Mais il balaie mes mots d'un geste dédaigneux, refermant l'agenda d'un claquement sec. Ta place est ici, avec moi et Sophie. Pas à jouer les sauveuses du monde entier. Tu annules nos plans comme si notre famille n'était qu'un détail secondaire. Ces paroles me transpercent, un mélange de reproches et de possessivité qui me laisse sans voix. Je sens une boule se former dans ma gorge, mais je la ravale, minimisant l'impact comme je l'ai toujours fait. Après tout,
notre passé est tissé de compromis, mes études soutenues par ses encouragements initiaux, nos voyages romantiques qui compensaient mes gardes. Ce n'est pas ça, chérie. C'est juste, temporaire. Mais intérieurement, une petite voix murmure que ce n'est pas la première fois qu'il réagit ainsi. Les signes s'intensifient au fil des jours, comme une tempête qui s'annonce par des rafales isolées. Antoine, qui était autrefois mon allié, commence à critiquer mes tenues avec une régularité déconcertante. Un matin, alors que je m'habille pour une conférence à l'Académie de médecine, il entre dans la chambre, son café à la main, et fronce les sourcils devant ma robe noire ajustée. Cette robe est trop provocante pour une femme mariée. Tu vas attirer les regards de tes collègues masculins. Porte plutôt la grise, celle qui te couvre plus. Ces mots claquent comme une gifle, et je sens mes joues s'empourprer. Provocante ? Cette robe, élégante et professionnelle, est celle que j'ai portée lors de notre anniversaire l'an dernier, et il l'avait alors complimentée. Je change de tenue sans protester, mais en nouant mon chignon devant le miroir orné, je croise mon reflet et y vois une étincelle de révolte. Pourquoi devrais-je me conformer à ces standards ? Paris regorge de femmes audacieuses, marchant avec assurance dans les rues de Saint-Germain-des-Prés, et je me sens soudain prisonnière d'un rôle que je n'ai pas choisi. Puis, lors d'une sortie au Louvre un dimanche après-midi, la tension monte d'un cran. Le musée est bondé de touristes, leurs appareils photo cliquetant comme des insectes frénétiques devant la Joconde. Sophie court devant nous, excitée par les statues antiques, et je ris en la voyant imiter les poses des sculptures grecques. Antoine me tient la main, un geste qui devrait être tendre, mais sa poigne est ferme, presque possessive. Tandis que je commente une peinture de Delacroix, ma voix portée par l'enthousiasme, il me tire brusquement par le bras, nous éloignant d'un groupe de visiteurs. Ne parle pas si fort, Élise. Tu attires l'attention. Tout le monde nous regarde. Son murmure est sifflant, comme un serpent dans l'herbe, et je sens les regards des touristes se poser sur nous, curieux et indiscrets. Mon cœur bat la chamade, un mélange d'humiliation et de confusion. Attirer l'attention ? J'étais simplement passionnée, partageant mon amour pour l'art comme nous le faisions autrefois lors de nos premières dates. Sophie nous rejoint, sentant la tension, et je force un sourire pour elle, mais intérieurement, une fissure s'élargit. C'est comme s'il voulait m'enfermer dans un rôle d'épouse parfaite, silencieuse et effacée, une ombre à son succès éclatant. Et la manipulation naissante me hante lors de mes trajets solitaires en métro, où les secousses du wagon bercent mes pensées tourmentées. Je sens qu'Antoine tisse une toile subtile autour de moi, me faisant douter de mes propres choix. Et puis, un jour, le voile se déchire un peu plus. C'est par accident ou du moins, c'est ce que je me dis pour apaiser ma conscience. Antoine a laissé son téléphone sur la table de la cuisine, en partant précipitamment pour une réunion. L'écran s'allume avec un bip, et je ne peux m'empêcher de jeter un œil. Des messages s'affichent, d'une certaine Camille, sa secrétaire aux cheveux roux flamboyants que j'ai rencontrée lors d'une soirée d'entreprise. Tu me manques déjà, mon amour. Hier soir était magique. Mon estomac se noue, une nausée froide m'envahissant comme une vague glacée de la Seine. Je fais défiler, des textos ambigus, des émoticônes cœur, des allusions à des dîners tardifs. Ne t'inquiète pas pour Élise, elle est trop occupée pour remarquer. Quand Antoine rentre, je confronte calmement, le téléphone en main. C'est quoi, ça ? Il hausse les épaules avec un sourire charmeur, celui qui m'a conquise il y a des années. C'est professionnel, Élise. Camille est juste, enthousiaste. Tu es paranoïaque à cause de ton travail, toujours avoir des drames partout, comme dans tes cas d'urgence. Ces mots doux masquent la trahison, me faisant douter de moi-même. Paranoïaque ? Peut-être a-t-il raison, mes gardes me rendent hypersensible, me font voir des ombres où il n'y en a pas. Je me sens coupable, manipulée par sa logique tordue, et je range le téléphone sans insister. Mais intérieurement, la rage bouillonne, un feu sourd qui consume mes illusions. Je reste silencieuse, craignant de briser notre foyer, de perturber la vie de Sophie qui dort paisiblement dans sa chambre au mur pastel. Paris, avec ses lumières éternelles scintillant sur les toits incés, semble soudain plus froide, plus distante. Je marche seule le long des quais de nuit, le vent hivernal fouettant mon visage, et je me questionne, suis-je vraiment heureuse, ou suis-je piégée dans cette illusion d'un mariage parfait ? Les ponts illuminés, symboles d'union,
me rappelle ironiquement nos vœux échangés sous les arcades de Notre-Dame. Antoine était alors mon pilier, mais maintenant, il érode ma confiance comme Loïs Lapierre. Les signes de trahison s'accumulent, et je sens que la tempête approche, inéluctable. Pourtant, je m'accroche, espérant que ce n'est qu'une phase, que l'amour triomphera. Mais au fond de moi, une graine de doute germe, prête à éclore en quelque chose de plus fort. La tension qui couve depuis des semaines atteint son paroxysme lors d'une soirée de gala somptueuse à l'Opéra Garnier, ce joyau architectural de Paris où l'histoire et le glamour se mêlent dans un tourbillon d'or et de velours rouge. L'événement est organisé par l'entreprise d'Antoine, une célébration annuelle des succès financiers qui attire le gratin de la capitale, des banquiers en smokings impeccables, des investisseurs au sourire calculateur, et quelques amis communs qui flottent dans ce monde d'apparence. J'ai passé l'après-midi à me préparer, choisissant une robe longue en soie émeraude qui épouse mes courbes avec élégance, un collier de perles fines autour du cou, un cadeau d'Antoine pour notre 10e anniversaire. En me regardant dans le miroir de notre chambre, je me sens confiante pour la première fois depuis longtemps. Mes cheveux châtains sont relevés en un chignon sophistiqué, et un maquillage subtil met en valeur mes yeux verts. Ce soir, je brille, me dis-je, ignorant la petite voix qui murmure que cette confiance est fragile comme du verre. Nous arrivons en limousine, le chauffeur nous déposant devant les marches illuminées de l'opéra. L'air est chargé de parfums coûteux et de rires cristallins, tandis que les flashs des photographes crépitent comme des étoiles filantes. Antoine, resplendissant dans son smoking sur mesure, me prend le bras avec une possessivité qui passe pour de la galanterie. « Tu es magnifique, ma chérie », murmure-t-il à mon oreille, son souffle chaud contre ma peau. Je souris, sentant une étincelle de l'ancien amour, mais ses doigts serrent un peu trop fort, comme s'il me rappelait que je suis à lui. À l'intérieur, la salle est un enchantement, les lustres en cristal diffusent une lumière dorée sur les fresques du plafond peint par Chagall, et l'orchestre joue des airs légers de Mozart. Nous saluons des collègues à lui, des amis que je connais vaguement, un mélange de compliments polis et de conversations superficielles sur les marchés boursiers ou les dernières expositions au Louvre. Parmi la foule, je repère quelques visages familiers de l'hôpital, des médecins invités pour des raisons professionnelles, et cela me réconforte, au moins, je ne suis pas qu'une épouse trophée ce soir. Le dîner commence dans la grande salle, autour de tables rondes drapées de nappes immaculées, ornées de centres de table fleuris des roses rouges et des lys blancs qui embaument l'air. Le menu est exquis, foie gras poêlé, followed d'un filet de bœuf en croûte, arrosé de vin millésimé. Je discute avec une avocate assise à ma droite, partageant des anecdotes sur nos carrières respectives, et pour un moment, je me sens vivante, valorisée en dehors du rôle d'épouse. Antoine, de l'autre côté de la table, rayonne de charisme, racontant des histoires qui font rire l'assistance. Puis vient le moment des discours. Il monte sur la scène improvisée au centre de la salle, micro en main, sous les applaudissements nourris. Son sourire est éclatant, ses yeux balayant la foule avec assurance. Mes chers collègues, amis, partenaires, ce soir nous célébrons non seulement nos succès professionnels, mais aussi les fondations qui les soutiennent, la famille. Mon cœur se serre légèrement, je sais qu'il va me mentionner, comme il le fait souvent dans ces occasions, pour projeter l'image du couple parfait. Il tend la main vers moi, Élise, ma chère épouse, rejoins-moi. Les regards se tournent, et je me lève, les jambes un peu tremblantes, montant les marches sous les projecteurs qui m'éblouissent. Il me passe le bras autour de la taille, me présentant comme un trophée. Ma chère Élise, médecin dévouée en cardiologie à Saint-Louis, mais avant tout, ma femme fidèle qui illumine ma vie. La salle applaudit chaleureusement, et je souris, touchée malgré moi. Mais il continue, sa voix prenant un ton faussement léger. Élise est tellement passionnée par son travail qu'elle passe plus de temps à réparer les cœurs des autres qu'à s'occuper d'une autre. Elle oublie même parfois de cuisiner. Heureusement, j'ai une maîtresse, pour les repas, bien sûr. Ma cuisinière à domicile est une perle. Un rire forcé parcourt l'assistance, quelques gloussements nerveux, mais je sens le sol se dérober sous mes pieds. Une maîtresse ? Le mot plane comme un poison, même s'il l'a tourné en blague. Les regards se posent sur moi, un mélange de pitié et d'amusement, et je rougis violemment, mon cœur cognant comme un tambour dans ma poitrine. Et elle ne s'arrête pas là, emportée par son élan charismatique. Rappelez-vous, l'an dernier, quand Élise a raté l'anniversaire de notre fille Sophie pour une urgence à l'hôpital ? C'est moi qui ai sauvé la fête,
en improvisant un gâteau avec l'aide de la nounou. Sans moi, ce serait le chaos. Il rit, et une partie de la salle l'imite, mais ses mots révèlent une anecdote intime, un moment vulnérable que j'avais partagé avec lui en privé. Rater l'anniversaire? C'était une crise cardiaque pédiatrique, une vie sauvée au prix d'une absence forcée, et il le transforme en une moquerie publique. Les larmes me montent aux yeux, brûlantes, et je force un sourire crispé, mes mains tremblantes serrant le micro qu'il me tend pour que je dise un mot. Merci, Antoine, pour tout, balbutiai-je, la voix étranglée. Les applaudissements reprennent, mais ils sonnent creux à mes oreilles, comme un écho moqueur poindé au retour à notre table, je m'assois, les jambes flageolantes, sentant les regards persistants des invités. L'avocate à mes côtés murmure, c'était audacieux. Audacieux? C'était une humiliation, une trahison publique qui me transperce comme un poignard en plein cœur. Antoine se penche vers moi, son souffle alcoolisé contre mon oreille, c'était pour détendre l'atmosphère, ne sois pas si sensible, Élise. Les gens adorent ces anecdotes personnelles. Sensible? Ces mots minimisent la douleur, la transforment en caprice, et je sens une rage sourde monter en moi, mêlée à une tristesse profonde. Comment peut-il me rabaisser ainsi, devant des centaines de personnes, en utilisant nos moments intimes comme munitions pour son ego? La soirée continue, mais je suis comme anesthésiée. L'orchestre joue des valses, les invités dansent sous les lustres scintillants, mais je reste assise, sirotant un verre d'eau pour calmer ma nausée. Les conversations bourdonnent autour de moi, des ragots sur les marchés, des compliments sur la décoration, mais je n'entends que les échos de ces paroles. Plus tard, je m'éclipse vers les toilettes somptueuses de l'opéra, un havre de marbre rose et de miroirs dorés, éclairés par des appliques Art Nouveau. Seul devant le lavabo, je fixe mon reflet, le mascara coule en traînées noires sur mes joues, mes yeux rougis par les larmes retenues. Pourquoi tolérais-je cela? Pourquoi laissais-je Antoine me diminuer, me transformer en une ombre de moi-même? La ville lumière brille dehors, ses lumières dansant sur la place de l'opéra, mais en moi, l'obscurité grandit, un vide abyssal qui avale ma confiance. Cette humiliation marque un tournant irrémédiable. En regagnant la salle, je croise le regard d'une amie, qui me serre la main avec compassion, et cela ne fait qu'amplifier la honte. Antoine, inconscient ou indifférent, continue à charmer la foule, mais pour moi, le masque est tombé. La manipulation émotionnelle qui ronge notre mariage depuis des mois est maintenant exposée au grand jour, crue et impitoyable. Paris, avec son romantisme éternel, semble soudain ironique, une ville d'amour passionné qui cache des drames intimes. Ce soir-là, en rentrant dans la limousine silencieuse, je regarde les rues défiler, les cafés animés, les couples enlacés sous les lampadaires. Antoine pose sa main sur ma cuisse, un geste possessif, mais je la repousse doucement. Le point de non-retour est approché, je ne peux plus ignorer que derrière son charme se cache un contrôle destructeur. Mon cœur, que je répare chez les autres, est maintenant brisé, et je sens les premières fissures d'une résolution naissante. Seul dans mon bureau à l'hôpital Saint-Louis, entouré de piles de dossiers patients qui s'empilent comme des accusateurs silencieux, je rumine l'humiliation du gala à l'Opéra Garnier. La pièce est exiguë, éclairée par une lampe de bureau qui projette des ombres longues sur les murs blancs, et l'odeur antiseptique des couloirs voisins s'infiltre sous la porte close. Mon ordinateur portable est ouvert devant moi, mais je fixe l'écran sans le voir, les images de cette soirée défilant en boucle dans mon esprit comme un film cauchemardesque. Les rires forcés de l'assistance, les regards pitines qui me transperçaient, et les mots d'Antoine, ces flèches empoisonnées déguisées en blagues. Comment ai-je pu rester là, souriante, alors que mon monde intérieur s'effondrait? Mes doigts tremblent encore en repensant à cela, et je serre les poings pour chasser les larmes qui menacent. Paris dehors est un tourbillon de klaxons et de sirènes d'ambulance, un rappel constant que la vie continue, impitoyable, mais en moi, tout s'est arrêté à ce moment sur scène. Les jours suivants se fondent en un brouillard grisâtre, comme le ciel plombé qui enveloppe la capitale en cette saison automnale. Je me jette dans le travail avec une ferveur presque désespérée, enchaînant les consultations et les opérations pour oublier. Un patient arrive en urgence, un homme d'une 50aine d'années, essoufflé, le visage pâle comme un linceul. Je dirige l'équipe avec une précision mécanique, insérant le stent dans son artère bouchée tandis que les moniteurs bipent frénétiquement. Stabilisez la pression, ordonnai-je, ma voix ferme masquant le chaos intérieur. Quand il ouvre les yeux plus tard,
me remerciant d'une voix faible, je sens une bouffée de fierté au moins ici, je suis indispensable, respecté. Mais en rentrant chez moi le soir, le poids revient, écrasant. Antoine agit comme si rien ne s'était passé, des baisers distraits, des dîners préparés avec soin, mais ses yeux évitent les miens, comme s'il savait qu'il avait franchi une ligne invisible. Les signes de trahison s'accumulent, inexorables, comme des gouttes de pluie qui finissent par inonder les rues. Un après-midi, alors que je rentre plus tôt que prévu, une garde annulée pour cause de maintenance à l'hôpital, je l'entends au téléphone dans son bureau, la porte entrebâillée diffusant sa voix suave. « Oui, chérie, ce soir chez toi. » Élise ne se doute de rien, elle est trop absorbée par ses patients. Mon sang se glace dans mes veines, et je reste figé dans le couloir, le cœur battant à tout rompre. « Chérie ? Chez toi ? » C'est Camille, bien sûr, sa secrétaire au sourire trop parfait, celle qu'il présente comme une collaboratrice indispensable. Je m'éloigne sur la pointe des pieds, la nausée montant comme une marée acide. Comment ai-je pu être si aveugle ? Cette conversation n'est pas un incident isolé, c'est la confirmation d'un pattern que j'ai ignoré trop longtemps. Poussé par une curiosité morbide, je fouille discrètement ce soir-là, profitant qu'Antoine soit sorti pour un rendez-vous d'affaires. Assise à son bureau, l'ordinateur allumé sous une lampe halogène qui bourdonne faiblement, je navigue dans ses emails avec des mains tremblantes. Les messages s'affichent, un torrent de trahison, des échanges avec Camille datant de mois, remplis de promesses chuchotées et de détails intimes. « Tu es la seule qui me comprend vraiment », écrit-il. Puis, des photos jointes, eux deux dans un hôtel discret de la rive gauche, enlacés sur un lit au drap froissé, des sourires complices qui me transpercent comme des lames. Mon monde s'effondre en un instant, les larmes coulant silencieusement sur mes joues tandis que je fais défiler les preuves irréfutables. Il me trompe depuis des mois, utilisant son charme légendaire pour me manipuler, me faisant douter de ma propre valeur à chaque reproche voilé. « Tu es trop occupé pour moi », me reproche-t-il souvent, inversant les rôles avec une habileté diabolique, comme si c'était moi la fautive. Assise là, dans la pénombre du bureau aux meubles en acajou poli, je réalise la profondeur de sa manipulation émotionnelle, il érode ma confiance goutte à goutte, me gardant sous contrôle comme une marionnette. Chaque critique sur mes heures tardives, chaque interruption quand je parle de mes succès, tout cela vise à me diminuer, à me confiner dans le rôle d'épouse dévouée, effacée derrière son éclat. 15 années de mariage défilent dans ma tête, nos débuts passionnés à Lyon, mes nuits blanches en faculté de médecine tandis qu'il grimpait les échelons de la finance, mes sacrifices pour notre famille, annuler des conférences pour élever Sophie, prioriser ses dîners d'affaires plutôt que mes propres ambitions. Et lui ? Il a toujours minimisé mes victoires, c'est grâce à mes connexions que tu as eu ce poste à Saint-Louis. Sans moi, où serais-tu ? Ces mots, autrefois perçus comme des encouragements, révèlent maintenant leur venin. Un après-midi pluvieux, je m'échappe de l'hôpital pour une promenade solitaire le long de la Seine. La pluie martèle les pavés, formant des flaques miroitantes qui reflètent les ponts Arched et les immeubles haussmanniens trempés. Je m'assois sur un banc mouillé près du pont des Arts, enveloppé dans mon imperméable gris, laissant l'eau couler sur mon visage pour masquer mes larmes. Paris sous la pluie est mélancolique, poétique même, avec ses passants pressés sous des parapluies noirs et les bateaux-mouches qui glissent lentement sur l'eau trouble. Je réfléchis à nos 15 années ensemble, les joies, la naissance de Sophie dans une clinique privée, nos voyages en Italie où nous nous perdions dans les ruelles de Venise mais aussi les ombres grandissantes. Mes études de médecine, ces marathons épuisants de révision et de stages, sacrifiés en partie pour soutenir son ascension. Il encourageait mes rêves au début, mais progressivement, il les a relégués au second plan, me faisant sentir coupable pour chaque heure passée loin de la maison. Et la vérité me frappe comme une vague déferlante. Je suis piégé dans un cycle d'abus subtils, un filet invisible tissé de manipulation et de trahison. Antoine n'est pas violent physiquement, mais ses mots sont des armes, érodant mon estime de soi jusqu'à ce que je doute de tout. À l'hôpital, mes collègues remarquent mon désarroi. Lors d'une pause café dans la salle de repos aux murs jaunis par le temps, le docteur Leclerc, mon mentor aux cheveux grisonnants, pose une main paternelle sur mon épaule. « Élise, tu sembles ailleurs ces jours-ci. Tout va bien à la maison ?» Je hausse les épaules, mais une amie infirmière, Marie, avec qui je partage des confidences depuis des années, m'entraîne à l'écart. Dans un couloir désert, éclairé par des néons froids, elle murmure « Élise, tu mérites mieux que ça. J'ai vu comment Antoine te traite lors des soirées. Ce n'est pas normal. »
Ces mots percent la brume, allumant une étincelle en moi. Pour la première fois, je contemple sérieusement la sortie, divorcer, recommencer, libérer Sophie de cette atmosphère toxique. Mais la peur m'envahit comme un froid glacial. Sophie, notre petite fille aux yeux curieux, qui adore son père et nos rituels familiaux. Comment lui expliquer? Et notre vie commune, l'appartement, les amis partagés, les souvenirs entrelacés comme les racines d'un vieux chêne. Pourtant, assise là sous la pluie qui redouble, je sens une force nouvelle naître au creux de mon ventre, une résilience forgée par des années à réparer des cœurs brisés. Je ne suis pas une victime, je suis une femme qui a survécu à des nuits blanches en salle d'opération, qui a tenu des vies entre ses mains. En rentrant, trempée jusqu'aux os, je commande discrètement une copie de mon diplôme de médecine via le site de l'université, prévoyant le pire. C'est un geste symbolique, une armure contre l'inconnu. Paris, avec ses ponts symboliques reliant les rives opposées, me rappelle que je peux traverser cette tempête, émerger de l'autre côté plus forte. Je ne suis plus l'ombre d'Antoine, je commence à voir clair, à tracer un chemin vers la lumière. Les rues mouillées brillent sous les lampadaires allumés tôt, et pour la première fois depuis des mois, un soupçon d'espoir effleure mon âme tourmentée. La conscientisation est douloureuse, mais elle est le premier pas vers la liberté. Le soir fatidique arrive comme un orage qui s'abat sans prévenir, transformant notre salon haussmannien en un théâtre de tragédie intime. Les lumières tamisées des lampes anciennes projettent des ombres dansantes sur les murs tapissés de livres anciens et de tableaux impressionnistes que nous avons collectionnés au fil des ans. La cheminée crépitante, avec ses bûches de chêne qui pétillent et diffusent une chaleur réconfortante, est le cœur de la pièce, un symbole de foyer que j'ai chéri, mais qui ce soir devient l'autel d'une destruction impitoyable. L'air est chargé d'une odeur de bois brûlé mêlée à celle du vin rouge qu'Antoine a vidé presque seul, une bouteille de Bordeaux millésimée ouverte sur la table basse en marbre. Sophie est déjà couchée dans sa chambre à l'étage, ses jouets éparpillés comme des vestiges d'innocence, ignorant le cataclysme qui se prépare en BAS. Et la dispute éclate sur un rien, ou plutôt sur tout ce qui couve depuis des mois. Je rentre de l'hôpital plus tard que prévu, exalté par la nouvelle que je porte comme un secret précieux. Le directeur m'a confirmé par email la promotion imminente à chef de service en cardiologie. C'est l'aboutissement de 15 années de sacrifices, des nuits blanches en faculté, des gardes épuisantes où j'ai tenu des vies entre mes mains tremblantes, des renoncements pour équilibrer mariage et carrière. Antoine, assis dans son fauteuil en cuir usé, le visage rougi par l'alcool et la frustration, me toise dès que je franchis la porte. Encore une soirée volée à ta famille pour tes patients, lance-t-il, sa voix grave résonnant comme un reproche éternel. Je pose mon sac, sentant la fatigue s'alourdir, mais je réponds calmement, essayant de partager ma joie. Antoine, écoute-moi. J'ai une nouvelle incroyable. Le poste de chef, c'est officiel. Demain, je signe le contrat. Ses yeux s'assombrissent, un mélange de jalousie et de rage qui déforme ses traits autrefois séduisants. Chef? Et nous dans tout ça? Tu vas nous abandonner encore plus? Les mots fusent, escaladant en une spirale de cris. Il se lève, titubant légèrement, et attrape mon diplôme de médecine encadré qui trône sur le manteau de la cheminée, ce parchemin jauni, symbole de mes triomphes, que j'ai accroché là avec fierté après ma thèse. Ça, c'est ce qui te rend si arrogante, hurle-t-il, le brandissant comme une arme. À cet instant, la porte du salon s'ouvre, et Camille entre, sa maîtresse aux cheveux roux cascadant sur une robe moulante rouge sang, un sourire triomphant plaqué sur ses lèvres peintes. Comment est-elle arrivée là? Un rendez-vous clandestin, sans doute, qu'il a osé organiser chez nous, dans notre sanctuaire familial. Elle applaudit lentement, ses ongles vernis claquant comme des applaudissements moqueurs. Bravo, Antoine. Montre-lui sa place. Mon cœur se serre, un étau glacé qui m'empêche de respirer. Antoine, ivre de rage et de pouvoir, jette le diplôme dans les flammes voraces de la cheminée. Le papier se tord, noircit, et s'embrase en une danse macabre, 15 années d'études partant en fumée sous mes yeux impuissants. L'odeur âcre du parchemin brûlé envahit la pièce, piquante comme la trahison elle-même. Il sort son téléphone, filme la scène avec un rictus sadique, pour que tu n'oublies jamais ta place. Regarde bien, Élise. Tu n'es plus médecin, tu es ma femme. Les flammes lèchent le cadre, craquant et sifflant, illuminant le visage extatique de Camille qui rit maintenant ouvertement. Enfin, elle comprend. Regarde là,
figée comme une statue. Pathétique. L'humiliation est totale, publique dans l'intimité violée de notre foyer, non plus devant une foule anonyme comme au gala, mais devant cette intruse qui a volé des morceaux de mon mariage. Je reste silencieuse, fixant les flammes qui dévorent voracement le symbole de ma vie professionnelle. Mon cœur se brise en mille éclats, chaque fragment portant le poids des sacrifices, les examens passés en pleurant de fatigue, les patients sauvés au prix de nuits sans sommeil, les rêves que j'ai nourris seul quand Antoine priorisait ses ambitions. Les larmes montent, brûlantes, mais je les retiens, refusant de leur donner cette satisfaction. Le salon, autrefois havre de paix avec ses coussins moelleux et ses photos de famille souriantes, semble maintenant une prison aux murs oppressants. Camille s'approche, son parfum capiteux, un mélange de jasmin et de vanille, me donnant la nausée. Elle murmure à l'oreille d'Antoine, assez fort pour que j'entende, « Tu as bien fait. » Elle n'a jamais mérité tout ça. Mais au milieu de ce chaos infernal, mon téléphone vibre discrètement dans la poche de ma jupe. Je le sors d'une main tremblante, l'écran illuminant mon visage d'une lueur bleue salvatrice. Un message du directeur de l'hôpital, contrat prêt pour demain. Félicitations, docteur Moreau. Venez signer à la première heure. Un sourire discret effleure mes lèvres, imperceptible dans la pénombre, mais réconfortant comme un phare dans la tempête. Ce qu'Antoine ignore, ce que Camille ne peut imaginer, c'est que le diplôme qu'il a détruit n'était qu'une copie, une réplique fidèle que j'avais fait faire après mes soupçons grandissants. L'original est en sécurité dans un coffre à l'hôpital, protégé comme un trésor inestimable. Cette révélation intérieure me traverse comme un courant électrique, ravivant une flamme en moi que je croyais éteinte. À cet instant précis, quelque chose se brise en moi, non pas ma résolution, mais les chaînes invisibles de la tolérance. Plus de excuses pour ces trahisons, plus de minimisation de ces manipulations. La rage, longtemps réprimée, se mue en une force calme, inébranlable. Je me lève lentement, mes jambes retrouvant leur assurance, et fixe Antoine droit dans les yeux. C'est fini, Antoine. Ma voix est posée, sans tremblement, comme lors d'une intervention chirurgicale critique où chaque mot compte. Il rit, un éclat moqueur qui résonne dans la pièce, secouant la tête avec incrédulité. Fini? Tu ne vas nulle part. Tu as besoin de moi. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Camille croise les bras, son sourire se figeant en une grimace, mais je l'ignore, traversant la pièce d'un pas ferme. Je monte les escaliers en bois qui craquent sous mes pas, le cœur battant mais déterminé. Dans la chambre de Sophie, éclairée par une veilleuse en forme d'étoile qui projette des constellations sur le plafond, je la trouve endormie, son petit visage paisible encadré de boucles châtaines. Je la soulève doucement, enveloppée dans sa couverture préférée au motif de licorne, sentant son poids chaud contre ma poitrine. Elle murmure dans son sommeil, « Maman ». Et cela renforce ma résolution. Descendant avec elle dans mes bras, je passe devant le salon où Antoine et Camille me regardent, stupéfaits. « Où vas-tu » aboie-t-il, mais je ne réponds pas, franchissant la porte d'entrée sans un regard en arrière. Dehors, sous la pluie parisienne qui tombe en rideaux obliques, illuminée par les lampadaires orangés des rues du Marais, je respire enfin. L'eau ruisselle sur mon visage, mélangeant larmes et gouttes froides, lavant les vestiges de l'humiliation. Paris, la nuit est vivante, avec ses cafés aux terrasses couvertes ou des couples rient, ses voitures filant sur les pavés humides, et la Seine au loin qui murmure ses secrets éternels. Je marche vers un taxi qui passe, Sophie blottit contre moi, et monte à l'arrière, donnant l'adresse d'un hôtel discret près de l'hôpital. Le point de rupture est atteint, plus de retour en arrière. J'ai choisi la liberté, prête à reconstruire sur les cendres de ce mariage toxique. Cette nuit marque la fin de l'emprise d'Antoine, le début de ma renaissance, une femme qui, des flammes de la destruction, émerge plus forte, prête à réparer non seulement les cœurs des autres, mais le sien propre. Antoine, paniqué par mon départ soudain sous la pluie battante de cette nuit fatidique, ne perd pas une minute pour tenter de reprendre le contrôle. À peine ai-je installé Sophie dans la chambre d'hôtel impersonnelle près de l'hôpital Saint-Louis, un endroit aux murs beiges et aux meubles fonctionnels, éclairé par une lampe de chevet qui diffuse une lumière jaunâtre, que mon téléphone commence à vibrer frénétiquement, comme un cœur en arythmie que je traiterai en urgence. Les messages affluent, un déluge numérique qui reflète son désespoir croissant. « Élise, reviens. » C'était une blague stupide, l'alcool a parlé. Camille n'est rien pour moi, juste une erreur passagère. Pense à Sophie, à nous.
Chaque notification illumine l'écran dans l'obscurité de la chambre, et je les lis en silence, assise sur le bord du lit où Sophie dort paisiblement, ignorant le chaos. Ces mots, autrefois charmeurs, sonnent maintenant faux, comme un acteur qui récite un rôle usé jusqu'à la corde. Je sens une pointe de satisfaction amère. Pour la première fois, c'est lui qui supplie, lui qui court après l'ombre que j'ai laissée point le lendemain matin, alors que le soleil timide de Paris perce à travers les rideaux fins de l'hôtel, je me rends à l'hôpital pour signer mon contrat. Les couloirs blancs et stériles, avec leur odeur persistante de désinfectant et leur bip intermittent des moniteurs, me procurent un sentiment de sécurité familière. Le directeur, un homme aux lunettes cerclées d'or et au sourire professionnel, m'accueille dans son bureau spacieux, aux murs couverts de diplômes et de photos de conférences internationales. Docteur Moreau, bienvenue en tant que chef de service en cardiologie. C'est un poste qui vous va comme un gant. Je signe les documents d'une main ferme, sentant le poids symbolique de l'encre sur le papier, non seulement une promotion, mais une inversion des rôles. Désormais, mon salaire doublé et mes responsabilités élargies signifient que l'assurance santé d'Antoine, liée à mon emploi depuis des années pour des raisons fiscales, dépend entièrement de moi. C'est un détail administratif qu'il a toujours géré avec arrogance, mais qui maintenant le place en position de vulnérabilité. Pendant ce temps, Antoine passe à la vitesse supérieure dans ses tentatives de manipulation classiques, celles qu'il a affinées au fil des ans pour me garder sous son emprise. Des fleurs arrivent à l'hôpital en milieu de matinée, un bouquet extravagant de roses rouges et de lys blancs, livré par un coursier essoufflé qui traverse les halls animés. La carte jointe, écrite de sa main élégante, « Pardonne-moi, ma chérie. Rentrons à la maison et oublions tout. » Pour Sophie. Les infirmières s'extasient devant les pétales parfumés, mais je les range dans un vase de la salle de repos, sentant leur fragrance capiteuse comme un piège sucré. Puis viennent les appels larmoyants à Sophie, que j'entends par hasard quand elle répond sur mon téléphone pendant que je prépare le petit déjeuner dans la kitchenette de l'hôtel. « Papa pleure, maman », me dit-elle, ses yeux innocents emplis de confusion, tandis qu'Antoine implore au bout du fil, « Dis à ta mère que je t'aime, que nous sommes une famille. Sans elle, je suis perdu. » Ces sanglots fins ou réels je ne sais plus me transpercent, mais je reste ferme, expliquant doucement à Sophie que parfois, les adultes doivent prendre des chemins séparés pour mieux respirer. La confrontation directe arrive 2 jours plus tard, dans un café historique près du Louvre, un endroit que nous aimions autrefois pour ses terrasses ombragées et ses espressos corsés servis dans des tasses en porcelaine fine. Antoine a insisté pour ce rendez-vous, neutre, et j'accepte, flanqué d'une amie avocate que j'ai engagée discrètement la veille, une femme aux cheveux courts et au regard acéré, spécialisée dans les divorces conflictuels. Le café est bondé de touristes qui sirotent des cappuccinos en admirant la vue sur la pyramide de verre du musée, mais notre table isolée semble un îlot de tension au milieu de la foule joyeuse. Antoine arrive essoufflé, son costume froissé contrastant avec son habituelle élégance, les yeux rougis par le manque de sommeil. « Élise, pense à notre famille », implore-t-il en s'asseyant, sa voix tremblante trahissant une peur viscérale que je n'ai jamais vue chez lui. Ses yeux, autrefois dominateurs et perçants comme ceux d'un prédateur en bourse, trahissent maintenant la panique. Il sait que sans moi, son monde d'apparence s'effrite, ses dîners d'affaires solitaires, sa vie sociale dépendante de notre couple modèle. Et elle essaie de me culpabiliser avec une habileté rodée. « Tu abandonnes tout pour ta carrière égoïste ? Sophie a besoin de nous deux. Et moi, je t'aime, malgré tout. » Ses mains tremblent en tenant sa tasse, et il pose une photo de nous 3 à la Côte d'Azur sur la table, un souvenir ensoleillé qui me serre le cœur. Mais je reste ferme, sentant ma force grandir comme une marée montante, nourrie par les nuits d'insomnie où j'ai rejoué ses trahisons. Antoine, c'est toi qui as tout brûlé. Littéralement. Je protège Sophie de cette toxicité. Ma voix est calme, mesurée, comme lors d'une consultation délicate avec un patient en phase terminale. Il change de tactique, révélant sa vraie nature sous le vernis du remords, des menaces voilées sur la garde de Sophie émergent, murmurées entre 2 gorgées de café. « Si tu vas jusqu'au bout, je me battrai pour elle. Tu sais que j'ai les moyens, les avocats. » Puis, il répand des rumeurs parmi nos amis communs. J'apprends par un appel d'une connaissance que je suis dépeinte comme une ambitieuse froide, abandonnant son mari pour sa gloire professionnelle. « Tu regretteras ça, » dit-il avec un sourire faux, crispé, en se levant pour partir, laissant l'addition sur la table comme un dernier geste de contrôle. Pourtant, chaque tentative renforce ma résolution,
transformant la douleur en une armure impénétrable. À l'hôpital, où je commence mon rôle de chef de service, je dirige les réunions d'équipe avec une assurance nouvelle, mes ordres clairs résonnant dans la salle de conférence aux murs vitrés donnant sur les toits de Paris. Les collègues me félicitent, et je sens le pouvoir inversé, Antoine, apprenant par un appel de son assureur que sa couverture santé dépend désormais de mon poste, un détail qu'il avait négligé dans sa rage, panique ouvertement. Il m'appelle en fin d'après-midi, sa voix brisée. « Élise, ne fais pas ça. Annule le divorce, et je change. Sans ton assurance, je suis vulnérable. » Je réponds calmement, debout près de la fenêtre de mon bureau, contemplant la scène qui serpente au loin. « Tu as brûlé ma vie, Antoine, maintenant, c'est à toi de te souvenir de ta place. Je garde l'assurance pour Sophie, mais pour toi, c'est fini. » Le silence au bout du fil est éloquent, un aveu de défaite. Paris, avec ses rues animées et ses boulevards bruissants de vie, me soutient dans cette bataille comme une vieille alliée. Les promenades matinales avec Sophie le long des quais, où les bouquinistes ouvrent leurs boîtes vertes remplies de trésors littéraires, deviennent des moments de guérison. Elle pose des questions innocentes, « Pourquoi papa est triste ?» Et je réponds avec honnêteté mesurée, tissant un filet de sécurité autour d'elle. J'engage pleinement l'avocate, qui compile les preuves, les messages de Camille, les enregistrements de ses menaces, même la vidéo qu'il a filmée de la destruction du diplôme, une copie, mais un symbole accablant. Les audiences préliminaires au tribunal, dans une salle austère aux bancs de bois polis et au juge impassible, tournent en ma faveur. Antoine échoue lamentablement, ses manipulations se retournent contre lui comme un boomerang, révélant son vrai visage aux yeux de tous. Nos amis se distancient, les rumeurs qu'il a lancées se retournant en commérage sur son infidélité. Je me fortifie jour après jour, transformant la douleur en une armure forgée dans le feu de l'adversité. Les nuits solitaires dans l'hôtel, autrefois hantées par des souvenirs, deviennent des espaces de réflexion où je planifie l'avenir, un appartement lumineux près de la Tour Eiffel, des voyages mère-fille en Italie, une carrière épanouie s'enchaîne. Sophie s'adapte avec une résilience enfantine, dessinant des cœurs réparés inspirés par mon travail et me serrant fort le soir. Antoine, vaincu, finit par signer les papiers du divorce sans plus de combat, son empire personnel craquelé. Paris, ville des lumières éternelles, illumine mon chemin vers l'indépendance, me rappelant que descendre n'est souvent la plus belle renaissance. Je ne suis plus la victime, je suis la survivante, prête à embrasser une vie où je tiens les rênes. 48 heures après avoir claqué la porte de l'appartement du Marais sous une pluie torrentielle, je signe mon contrat dans le bureau du directeur de l'hôpital Saint-Louis. La plume glisse sur le papier avec une fermeté que je ne me connaissais pas encore, chef de service en cardiologie, salaire doublé, responsabilités élargies, et surtout une indépendance totale que je savoure comme un premier souffle après des années d'apnée. Le directeur me serre la main avec un sourire sincère, « Vous l'avez mérité, Élise. Paris a de la chance de vous avoir. » En sortant, je traverse les couloirs que j'ai arpentés pendant tant d'années en simple spécialiste. Aujourd'hui, les infirmières me saluent avec un respect nouveau, les résidents me demandent déjà conseil. Je sens une chaleur monter en moi, pas de l'orgueil, mais une fierté profonde, celle d'avoir survécu et d'avoir gagné. Le même jour, Antoine apprend par son assureur que sa couverture santé, rattachée à mon contrat depuis des années pour des raisons fiscales qu'il avait lui-même imposées, dépend désormais exclusivement de mon poste. Je l'imagine dans son bureau de la Défense, les tours de verre reflétant un ciel gris, le téléphone collé à l'oreille, le visage blême. Lors de notre dernière rencontre au tribunal de grande instance, une salle austère aux murs crème et aux bancs de bois ciré, il arrive en retard, costume froissé, regard fuyant. Quand le juge prononce les termes du divorce, garde principale pour moi, pension alimentaire généreuse, appartement attribué à Sophie et moi, il murmure d'une voix éteinte, « Tu as gagné, Élise. » Ce n'est pas de la vengeance que je ressens, mais une justice calme, presque sereine. Il a brûlé une copie de mon diplôme, moi, j'ai reconstruit ma vie sur l'original. Sophie et moi emménageons dans un appartement lumineux du 7e arrondissement, juste à côté de la Tour Eiffel. Les fenêtres s'ouvrent sur un panorama qui coupe le souffle, la dame de fer scintille la nuit comme un phare, et le matin, la lumière dorée inonde les parquets clairs. Les cartons s'empilent d'abord dans le salon vide, mais très vite, nous transformons l'espace en un vrai foyer. Sophie choisit des rideaux bleu ciel pour sa chambre, et nous accrochons ensemble des photos de nos premières sorties mère-fille,
un pique-nique au Champ de Mars, une visite au musée d'Orsay où elle a dessiné une copie enfantine des Nymphéas de Monet. Le soir, je lui prépare des crêpes comme ma grand-mère me l'a appris, et nous rions en les faisant sauter trop haut. Plus de tension dans l'air, plus de regards lourds, seulement des rires vrais, légers, qui résonnent dans les pièces hautes de plafond. Professionnellement, je brille comme jamais. Les réunions de service se tiennent dans mon nouveau bureau avec vue sur les toits de Paris. J'y dirige une équipe de 20 personnes avec une assurance que l'on me renvoie comme un miroir flatteur. Les opérations complexes que je mène deviennent des références dans l'hôpital, une greffe cardiaque particulièrement délicate sur une jeune femme de 30 ans, une innovation dans les stents biorésorbables que je présente lors d'un congrès européen à Barcelone. Les applaudissements après ma conférence me font monter les larmes aux yeux non pas de fatigue, mais d'une joie pure, celle d'être reconnu pour ce que je suis, sans filtre, sans diminution. Mes collègues m'entourent, des amis sincères qui célèbrent mes succès sans jalousie. Une cardiologue plus jeune me confie un jour, « Vous êtes un modèle, Élise. Vous avez tout surmonté. » Ces mots valent plus que n'importe quel diplôme. Les nuits solitaires, autrefois hantées par les souvenirs d'humiliation et de trahison, deviennent des moments de réflexion apaisés. Allongé dans mon lit au drap frais, la fenêtre entr'ouverte sur le bruit lointain des klaxons et le murmure de la Seine, je relis parfois de vieux carnets où j'avais noté mes doutes pendant le mariage. Je les ferme désormais avec un sourire, ces pages appartiennent à une autre femme, une Élise qui se taisait, qui minimisait, qui croyait que l'amour exigeait l'effacement. Aujourd'hui, je guéris les plaies une à une, comme je répare les cœurs de mes patients avec patience, précision, et une immense compassion pour moi-même. La vie sociale renaît, doucement mais sûrement. Des amis fidèles, ceux qui avaient pris mes distances quand Antoine répandait ses rumeurs, reviennent avec des excuses sincères et des invitations à dîner. Nous nous retrouvons dans des bistrots cachés de Saint-Germain-des-Prés, autour de plateaux de fruits de mer et de bouteilles de Sancerre frais, à rire jusqu'aux larmes. Un soir, lors d'une promenade au jardin des Tuileries où les feuilles mortes craquent sous nos pas, un collègue de l'hôpital Marc, chirurgien pédiatrique aux yeux doux et à l'humour discret, m'invite à dîner. Pas pour contrôler, pas pour posséder, mais simplement pour partager. Nous parlons pendant des heures dans un petit restaurant italien près de l'Odéon, de nos cas les plus marquants, de nos rêves d'enfants, de Paris sous la neige. Son attention est légère, respectueuse, et pour la première fois depuis longtemps, je me sens vue, vraiment vue. Je sens une nouvelle Élise émerger, jour après jour, forte, autonome, libre. Je cours le matin le long de la Seine avant que la ville ne s'éveille complètement, le souffle formant des nuages blancs dans l'air froid, la tour Eiffel rose à l'aube derrière moi. Je voyage avec Sophie un week-end à Venise où nous nous perdons dans les Cali, un autre à Londres pour voir Big Ben et les musées gratuits. Je lui enseigne la valeur de l'indépendance. Ma puce, jamais personne ne doit te faire douter de ta valeur. Ton cœur est à toi seul. Elle hoche la tête gravement, puis me serre dans ses bras avec cette force enfantine qui guérit tout. Un soir d'hiver, alors que la neige tombe doucement sur Paris, transformant les rues en cartes postales, je m'assois sur le balcon de l'appartement, un thé fumant entre les mains. La ville s'étend devant moi, scintillante de milliers de lumières, Notre-Dame reconstruite, le Louvre majestueux, les ponts enjambant la Seine comme des liens d'argent. Je pense à cette nuit où Antoine a jeté une copie de mon diplôme dans la cheminée, croyant me détruire. Je souris maintenant, un sourire large et libre. J'ai transformé la cendre en phénix. Ma vie, autrefois manipulée, contrôlée, humiliée, est désormais entièrement mienne, emplie de possibilités infinies. Je ne suis plus la femme qui fixait les flammes en silence, je suis celle qui a traversé le feu et en est sortie plus forte, plus lumineuse. En regardant la Seine couler, éternelle et sereine, je murmure à voix basse, merci. Merci à Paris qui m'a portée, merci à Sophie qui m'a donné la force, merci à moi-même d'avoir enfin choisi la liberté. L'avenir s'ouvre devant moi comme un boulevard haussmannien illuminé, et pour la première fois depuis 15 ans, je marche dessus la tête haute, le cœur léger, prête à tout embrasser.